C'est vraiment au cœur de la Champagne. On voit qu'il y a de l'argent. Hein. Alors que les grandes marques génèrent des chiffres d'affaires records, les travailleurs à l'autre bout de la chaîne sont de plus en plus nombreux à ne pas en voir la couleur. Je travaille 4 jours et après il est parti sans paix. On dénombre des milliers de cas d'exploitation, de traite d'êtres humains et d'esclavage. Quand je vois ce que j'ai connu et où on en arrive aujourd'hui pour des histoires de rentabilité, ça me désole. En Champagne, le luxe et la pauvreté extrême se côtoient. Quand on voit ça, faut arrêter, quoi. Faut stopper ça. Faut stopper. Épernay, dans le nord-est de la France. La ville est considérée comme la capitale mondiale de l'industrie du champagne, produit glamour par excellence. C'est ça, l'avenue de Champagne? C'est l'avenue de Champagne, donc on a toutes les maisons, ou presque, ici. Hein. Robert Schmitt, Stéphanie Wenger et Isha Canis font partie d'un collectif international de journalistes. Ils ont choisi la période des vendanges pour venir dans la région et découvrir ce qui se cache derrière cette somptueuse façade. C'est des beaux immeubles. Hein. Vraiment, on voit vraiment qu'il y a de l'argent ici. Hein. La plupart des grandes marques de champagne appartiennent à des multinationales, des conglomérats de l'industrie du luxe et des investisseurs. Et c'est un business en plein essor. En 2022, le secteur a généré plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un record. Pour y parvenir, près de 100 000 saisonniers sont recrutés chaque année pour les vendanges. Regardez, il y a des boîtes. Ah, c'est là-dedans qu'ils vont mettre les grappes quand ils vont ramasser? Ouais. Soutenu par l'ONG européenne Journalism Fund, le collectif envisage de publier ses articles dans la presse écrite en Allemagne et en France. Ces investigations se concentrent sur l'éventuelle implication d'une partie du secteur dans l'exploitation illégale et la traite d'êtres humains. C'est du travail très intense. Il y a quand même des suspicions que les gens ne soient pas correctement payés pour leur travail. Il y a aussi eu des cas par le passé où les gens ont été hébergés dans des conditions terribles. Ce n'est pas la majorité, mais il y a quand même pas mal de cas. Et nous, on est là pour voir sur le terrain ce qui se passe exactement. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Europe de l'Est ou des fois d'Afrique ou d'Asie qui ne connaissent pas leurs droits. Et des fois, ils n'osent pas s'élever contre ces abus. Je suis moi-même un réfugié. Je comprends leur situation. La plupart n'ont pas de revenus stables. C'est pour ça qu'ils sont prêts à accepter n'importe quel travail. En tant que photographe et journaliste, j'aimerais raconter leur histoire. Les journalistes sont loin de se douter que cette saison sera l'une des plus scandaleuses de l'histoire, avec des centaines de nouveaux cas de traite et d'exploitation d'êtres humains. Dans un premier temps, ils veulent se rendre sur le terrain pour en apprendre davantage sur les vendanges elles-mêmes. Le soleil n'est pas encore levé, mais c'est déjà l'effervescence sur le domaine champenois de la famille Bénard. On avait rempli des caisses, hein. Donc tu les déposes à Jeune Parc. Lorsque Michel Bénard a épousé un viticulteur il y a 30 ans, elle apportait son aide en cuisine pendant la récolte. Aujourd'hui, l'exploitation est devenue une véritable entreprise familiale. Et Michel est désormais responsable des équipes de vendangeurs. Les vendanges, c'est tous les jours des journées intenses. Hein. Il faut qu'on alimente le pressoir, il faut que les gens aussi cueillent, parce que si les gens n'ont rien à faire, c'est pas leur but. Leur but, eux, c'est de cueillir du raisin, cueillir. Des travailleuses et travailleurs polonais attendent déjà à l'extérieur. Ils sont embauchés en direct et sont logés sur le domaine pendant les vendanges. Ils sont 9. J'ai également 14 autres personnes qui sont dans une maison à l'avenue Val d'Or. Donc chacun prépare son petit déjeuner, va préparer aussi son repas pour pouvoir manger dans les vignes. Cette année, la saison des vendanges commence début septembre. En ce moment, les températures maximales dépassent les 40 degrés. La récolte commence dès le lever du soleil. Chaque vendangeur cueillera aujourd'hui plusieurs centaines de kilos de raisins. Tandis que Michel Bénard veille à ce qu'il n'y ait pas trop de feuilles parmi les grappes, les journalistes veulent savoir comment les travailleurs vivent la vague de chaleur au milieu des vignes.
On a terminé plus tôt parce que le soleil nous brûlait la peau. Et votre dos? Les dernières heures de travail sont les plus pénibles. Mais certains d'entre nous prennent des médicaments ou ont des petites astuces contre le mal de dos. Daria est étudiante et c'est sa 2e saison chez les Bénard. La plupart de ses collègues viennent travailler sur l'exploitation depuis plus de 10 ans et n'hésitent pas à poser des congés de leur emploi fixe. Pour les Polonais, c'est beaucoup d'argent. On ne gagne pas autant pour 10 jours de travail en Pologne. Sur un coteau abondant, Daria peut gagner plus de 150 € par jour. Ces perspectives de revenus intéressent surtout des personnes venues de l'extérieur. C'est pourquoi de nombreux viticulteurs se tournent désormais vers des prestataires de services qui recrutent et gèrent des équipes de travailleurs étrangers. Michel Bénard préfère rester aux commandes, même si la communication avec les vendangeurs n'est pas toujours aisée. Ça rend beaucoup service à la prestation, c'est sûr. Je ne parle pas du tout polonais, eux ne parlent pas français, ou hormis quelques mots. De temps en temps, dans l'équipe, on a quelques jeunes qui parlent anglais. Mais sinon, on communique avec des gestes. Mais moi, je préfère avoir ma propre équipe. Après, à chaque vigneron, de se renseigner sur son prestataire, d'essayer de comprendre comment sont logés les gens et où et dans quelles conditions. La viticultrice a conscience que de nombreuses marques ont pour seul objectif la maximisation de leurs profits. Elle a assisté à l'externalisation progressive du secteur. Mais jusqu'à présent, son engagement personnel dans l'entreprise familiale semble porter ses fruits. Très contente, parce que là, c'est la belle grappe. Je pense que mon fils va bien pouvoir travailler avec ça. À quelques centaines de mètres des vignes à peine, Charles, son fils, attend l'arrivée des précieuses grappes. Ses études de viticulture lui ont permis de reprendre l'exploitation. Il entame actuellement sa 3e saison. Moi, je récupère les raisins au pressoir. Et une fois que je les ai, je lance la presse. Et après, on viendra vinifier les vins. Pour pouvoir procéder au pressurage, le jeune viticulteur a besoin de 4 tonnes de raisins. Selon la loi, celui-ci doit être récolté à la main pour ne pas être endommagé. Charles a donc une idée pour son domaine. On a des projets de replantation d'arbres de manière isolée, aussi de fruitiers. Et puis, il ne faut pas juste voir la rentabilité. Voilà, il fait super chaud. Ils font une pause, les vendangeurs. Va trouver un coin d'ombre. Ça, c'est un projet qui me tient plutôt au cœur personnellement. Mais tous ne partagent pas cette vision romantique du champagne. Beaucoup de gros producteurs ont des objectifs économiques clairs et environ 2/3 des récoltes sont destinées aux grandes maisons. Le leader de la branche, LVMH, fabrique à lui seul plus de 70 millions de bouteilles par an. Charles Bénard ne veut pas se laisser impressionner et se félicite des quelques 70 000 bouteilles qu'il produira avec son raisin. On a allé tailler dans le froid, on est monté sur le tracteur pour aller s'occuper des vignes. Ça nous a pris du temps, des efforts et on obtient quelque chose de superbe à la fin, quoi. Et top. Et ça, c'est... En plus, on fait vieillir nos vins, donc ça, c'est un vin qu'on va goûter que dans 4-5 ans. Donc, faut se projeter. Le premier champagne signé Charles Bénard ne verra le jour qu'en 2024. Mais les réjouissances, elles, n'attendent pas. On a rentré le dernier pressoir, donc moment de détente pendant que ça coule. Et puis, pour la transition, une bouteille pour finir la journée, quoi. Encore une journée de fête, 14 000 kilos à peu près de cueillis, 1 hectare 30 de parcouru. Bon, ça s'est bien passé. Bon, et la vôtre. La vôtre à tout le monde ? Santé. De nombreux viticulteurs et marques respectent les règles. Mais le secteur compte aussi des brebis galeuses. Retour à Épernay. On nous a dit plusieurs fois qu'il y a des gens qui arrivent à la gare, qui restent là pour chercher du travail. Ils passent la nuit dans un petit jardin qu'il y a devant la gare et ils attendent que les recruteurs, les prestataires arrivent pour leur proposer du travail. Il y a des gens qui attendent. Je pense qu'ils cherchent du travail. On est prêt ? On y va ? Oui. Il trouve rapidement ce qu'il cherchait. T'as travaillé 3 jours, t'as rien eu ? Mais de rien. Sans paiement ? Aucun paiement ? paiement ? Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour nous parler, pour raconter ça devant
La caméra? Non, mais je peux pas, les problèmes, je le connais lui, mais j'ai dit c'est bon, laisse tomber. Voilà. Ici, personne ne veut s'opposer publiquement aux prestataires de services. La peur règne. Finalement, un travailleur accepte de se confier. Ici, tu attends quoi en fait? Oui, j'attends pour le travail. Pour travailler. Les recruteurs, ils viennent ici? Oui, ils viennent ici. Et on t'a proposé déjà de travailler? Oui, ils ont proposé, mais les journées, c'est pas, ils ont dit parfois 50 €, 60 €. Je ne suis pas d'accord. Comme ça ne range pas 50 €, 40 € par jour avec ce soleil. C'est très dur. Mais... Youssef habite à Lille. Il est venu par ses propres moyens car il a besoin d'argent. Mais il y a aussi des fois où il y a eu des problèmes? Oui, j'ai eu avec 2 ou 3 fois comme ça, des gens qui vont venir ici me chercher. J'ai parti, je travaille 4 jours et après il est parti sans payer. C'est comme ça passe comme ça toujours. Youssef espère quand même obtenir un bon contrat. En attendant, il dort ici, dans le parc. Pendant ce temps, une équipe de syndicalistes CGT fait la tournée des vignobles. Elle veut se solidariser avec les travailleurs. Des badges. Les blocs, c'est super ça pour qu'ils puissent noter leurs heures, tout ça. La secrétaire générale de la CGT de la Marne, Sabine Duménil, est infirmière de formation. Aujourd'hui, elle se bat pour les vendangeurs. Ça va? Ouais. On vient vous distribuer des petits trucs là. Vous avez là les explications de vos droits. C'est sur le droit du travail, mais ça peut être sur les conditions de logement, le respect de la réglementation. Sabine Duménil aime s'attaquer à des adversaires puissants. Elle a déjà eu à se défendre devant les tribunaux pour ses déclarations virulentes. Selon elle, l'externalisation auprès de prestataires de services peut présenter un risque pour les travailleurs. Quand il y a des prestataires, c'est l'omerta totale. Je n'ai pas de proportion sur le nombre de travailleurs. Ça peut paraître des cas isolés, effectivement, mais un seul cas dans les vignes, ce n'est pas tolérable. C'est dans notre propre rôle de défendre l'ensemble des salariés et des travailleurs, de les défendre et de ne pas accepter qu'ils travaillent sous forme d'esclavage. Chaque jour, l'équipe CGT va à la rencontre des travailleurs dans les vignes. On a programmé, donc on a un parcours et puis on passe voir tous les vendangeurs. Le problème, c'est que c'est l'omerta. Hein. Ils ne disent pas, ils ont peur de perdre leur boulot. Ou quand ils sont dans les vignes, ils ne disent pas. Les échanges sur place sont difficiles. Et vous dormez où? Sous une toile de tente ou... Comment... Qui c'est qui parle anglais? Là, c'est une grosse difficulté, c'est la barrière de la langue. Donc c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on leur donne quand même les tracts pour qu'ils puissent les lire, peut-être avec des Français qui leur expliqueront vraiment pourquoi on est là. Et après, s'ils ont des problèmes, c'est toujours après les vendanges, où ils viendront vers nous s'ils ont besoin d'avoir des infos. Ce groupe de Bulgares travaille également pour un prestataire de service. Les vignes appartiennent à un gros producteur. Chef, Épernay. S'il y a un problème, sachez que derrière, il y a des numéros de téléphone. Vous pouvez nous appeler et nous, on répondra à toutes vos questions. Problème? Vous nous appelez, tout à fait. Il y a tous les numéros de téléphone derrière. Vous nous appelez et on répondra à vos questions. Vous dormez où le soir? Paris. Paris? Vous partez à Paris? Paris, à 100 km. Pour l'aide Boulanger-Larby, il est évident que le temps de repos légal de 11 heures par jour n'est pas respecté. Mais la CGT n'a pas l'autorité suffisante pour enquêter. Chercher la vérité n'est donc pas une mince affaire. C'est très compliqué qu'on a le chef, là, comme il nous dit, qui fait 100 km pour aller dormir, pour qu'ils aillent se loger et revient le lendemain. Donc on ne sait pas si c'est 100 km, si c'est plus. Il n'y a que les saisonniers qui le savent et s'ils reviennent vers nous, on peut se renseigner, voir un petit peu s'ils se sont fait arnaquer ou pas. Mais s'ils ne viennent pas vers nous, on ne pourra pas deviner s'ils se sont fait arnaquer ou pas. Voilà. C'est donc aux travailleurs eux-mêmes de dénoncer les éventuelles infractions. Bon courage à vous. Bon courage. Au revoir.
L'inspection du travail et la gendarmerie sont les seules autorités officiellement mandatées pour lutter contre les éventuelles exploitations des personnes dans les vignes. Toutes deux ont refusé les demandes d'interview. Les journalistes vont se renseigner auprès du syndicat général des vignerons de la Champagne, qui rassemble plusieurs milliers d'exploitants de taille moyenne. Bonjour madame. Christophe Pernet, enchanté. Stéphanie Laguerre, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Christophe Pernet est lui-même viticulteur. Il œuvre au sein de la corporation depuis des années. On réunit tous les employeurs, enfin on propose aux employeurs de venir à ces réunions d'information où on expose tous les sujets, bien sûr, que ce soit le sujet de conditions de travail, que ce soit les sujets sociaux, que ce soit administratifs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le recours aux prestataires ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les exploitations de la Champagne sont souvent de plus en plus petites et qui ont quelquefois du mal à recruter. Et c'est de plus en plus difficile de recruter localement. Et c'est la raison pour laquelle on a pu constater ces dernières années que le travail vers la prestation se développait de plus en plus. Alors là aussi, on a une communication qui est faite dans ce sens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait appel à des prestataires ou à un prestataire, on a des obligations à respecter et des contrôles à effectuer. Et pour vous, pardon, il y a une vraie prise de conscience parce qu'on voit quand même que ça se reproduit d'année en année. Je ne sais pas si ça se reproduit d'année en année. La vendange, c'est une manne d'argent énorme. Et donc cet argent attire malheureusement des convoitises. Et des convoitises, des fois, de gens malhonnêtes, malheureusement. D'accord. À l'issue du tournage, les producteurs de champagne ont présenté des propositions concrètes. Plus d'hébergement, une meilleure organisation et des conditions de travail plus sûres, ainsi que des règles strictes pour les prestataires de services. Reste à voir si ces mesures seront appliquées. José Blanco travaille dans l'industrie du champagne depuis 36 ans. Aujourd'hui, ce syndicaliste lutte contre les prestataires de services douteux qui exploitent les vendangeurs. Il est sur le pont avant même le lever du soleil pour constater les abus. Pour une grande partie, elles ne sont pas payées 100 €, elles sont payées entre 40 ou 50 €. Donc ils ne sont déjà pas payés au tarif normal. Donc ils ont réussi à créer un système depuis nombreuses années, comme je vous dis, avec la complicité des vignerons et les pouvoirs publics qui ferment les yeux, qui entre guillemets ne disent rien. Et je pense qu'ils ne veulent pas qu'on vienne fouiller dans cette histoire-là. Tu vois le bus, le fourgon là, il vient de rentrer là. Le fourgon noir. Ouais. Voilà, il vient de partir, il vient de rentrer là. Voilà, et ça c'est des personnes qui guettent, ils savent qu'on est là. Depuis qu'il livre bataille contre l'exploitation, José a déjà rencontré le ministre du Travail et souhaite inviter le préfet à visiter les vignes. Cet engagement fait de lui une cible potentielle. Et désormais, l'équipe de journalistes est aussi sous surveillance. C'est une plaque française, c'est une plaque du coin ça. Ok. Alors qu'est-ce qu'il vient foutre là lui? Je sais pas, mais il a l'air de nous regarder avec intérêt en tout cas. Ouais. Ils sont avec les téléphones. Mais il y a une surveillance qui est terrible ici. Hein. José refuse de se laisser intimider. Il sait que pour certains prestataires, ce parking est une véritable bourse au travail sauvage. Donc là, vous voyez tous les bus qui viennent de diverses destinations, hein, province, la région parisienne, et qui déposent les personnes qui vont venir couper le raisin donc pour toute la journée. Ceux qui sont déposés là, il n'y en a aucun qui loge chez les viticulteurs. Sinon, ils sont déposés directement à la vigne. Et donc, ça leur fait du trajet avant de commencer le travail? Ouais, pour certains, il y a 2 heures de trajet. Et là, je pense qu'ils attendent de savoir dans quelle vigne ils vont aller. José Blanco est convaincu que derrière certains prestataires se cachent des réseaux criminels bien organisés. Donc il y a des personnes qui sont là, qui les distribuent en fonction de... Ah oui, il y a entre guillemets ce qu'on pourrait appeler un chef d'équipe. Plus un surveillant. Est-ce qu'on va descendre pour aller les voir et leur parler? Moi, je préférerais pas. Hein, parce que, je vous dis, c'est quand même assez secret, c'est quand même assez surveillé tout ça. Hein. Donc, je suis pas très serein. Moi, je crains un peu pour ma sécurité quand même.
Une affaire en particulier a récemment illustré l'ampleur des agissements criminels. Des travailleurs saisonniers ont décidé de dénoncer un réseau de prestataires de services. En 2022, la justice a condamné un prestataire de services pour traite d'êtres humains. Donc ça c'est une des photos qui était publiée dans la presse locale. Et on voit des vendangeurs qui dorment par terre sur des matelas. Ça. Donc, comme on avait dit, en grande partie des demandeurs d'asile qui voulaient juste gagner un peu d'argent. On a fait des plans sympas. Le journaliste Ishaq Anis a lui-même fui l'Afghanistan pour se réfugier en France. Il connaît bien le sentiment d'impuissance que suscite une telle situation. À Paris, après d'intenses discussions, il est parvenu à obtenir une interview auprès d'une victime afghane impliquée dans le procès. C'est la première fois depuis le jugement que Sifatoullah Varzival s'exprime publiquement sur les agissements du réseau criminel qui l'a piégé. On nous a dit qu'on aurait une chambre pour deux, que tout serait propre et rangé, qu'on aurait à manger. Mais quand on est arrivé, tout était différent. Il n'y avait qu'une seule grande chambre, pas de lit, pas de matelas. On a dormi à même le sol. Vous n'avez signé aucun contrat. Quand on a postulé, ils ne nous ont rien fait signer. J'ai travaillé 5 jours sans contrat. Ensuite, je leur ai dit, si vous ne me donnez pas de contrat, j'arrête de travailler. C'est pour ça que j'ai appelé la police. Je vois. Parle-moi des conditions de travail. C'était très dur. On travaillait jusqu'à minuit environ, et le matin, on se réveillait vers 5 ou 6 heures. On était 36 personnes à dormir dans la même pièce. Et il n'y avait qu'une seule toilette. Un seul cabinet de toilette? Oui. Les 36 personnes qui travaillaient là-bas étaient logées dans le même bâtiment. On avait un cabinet, une salle de bain et un réfrigérateur. Et l'autre chose très difficile, c'était la nourriture. On ne nous donnait pas assez à manger. Quand on travaille, il faut des repas nourrissants. Entre-temps, Sifatoullah Varzival s'est installé en France et a trouvé un emploi stable à Paris. Son témoignage a permis de révéler le plus gros cas de traite d'êtres humains en Champagne à ce jour. À Reims, un avocat a représenté de nombreuses victimes afghanes lors du procès. Benjamin Chauveau a lui aussi travaillé dans les vignes quand il était étudiant. Mais depuis, beaucoup de choses ont changé. De répondre à vos questions ? Je vous en prie. Maintenant, la justice, le palais de justice n'est pas simplement au milieu des vignes, il est en lien avec cette activité. Alors c'est une activité économique majeure, mais on n'avait pas forcément coutume d'aller devant le tribunal correctionnel. Et c'est là où a été jugée notre affaire, qui avait des proportions complètement exceptionnelles. L'avocat accepte de donner un aperçu du procès à la journaliste. Selon lui, même 1 an après le jugement, de nombreuses questions subsistent. C'est un procès exceptionnel, avec des moments extrêmement forts, extrêmement poignants, et aussi, par rapport aux résultats qui avaient été obtenus, une extrême frustration. Justement, vous évoquiez une frustration par rapport au jugement. On a une grande maison de Champagne qui a eu recours à une première société de prestation de services, laquelle a eu recours à une autre société de prestation de services. C'est ce deuxième, troisième échelon qui a été poursuivi. Par contre, tout en haut de la pyramide, la personne chargée par cette grande maison de Champagne de surveiller les vendanges, eh bien, elle est passée entre les mailles du filet. Donc selon vous, il y a une volonté quand même de protéger un secteur et de protéger certains acteurs majeurs ? L'exploitation viticole, c'est ce qui fait vivre la région Champagne-Ardenne majoritairement. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que forcément, on va s'attaquer, j'allais dire, à ceux qui tiennent le fouet, mais un peu moins aux donneurs d'ordre.
Évidemment, l'entièreté du secteur n'est pas concernée. Mais pour certains prestataires de services, les indices s'accumulent. De retour dans les vignes, ce jeune homme, qui a été recruté par le prestataire d'un grand producteur, souhaite rester anonyme. Mais ses déclarations dépeignent un tableau bien connu. Je n'ai reçu aucun contrat, rien. Et votre patron? Il garde tout l'argent pour lui. Les travailleurs ne touchent pas un centime. Parfois on a un peu plus, parfois on a moins. Un des gars a reçu 400 € pour 10 jours de travail. Enfin, 11. Il travaillait pour le même type que toi? Oui, pour le même. Les jours qui suivent, les journalistes entendront d'autres aveux similaires et seront témoins d'événements encore plus graves. Le syndicaliste José Blanco affirme que l'image de la Champagne est écornée. Selon lui, il serait dans l'intérêt des marques de mettre un terme à cette sous-traitance abusive. En effet, la concurrence de vins italiens comme le Prosecco, moins cher, est de plus en plus rude. Notre espoir, c'est que les employeurs et les employeurs des grandes maisons se mettent autour de la table et qui disent qu'il faut arrêter ça, quoi, pour l'image du champagne et pour l'avenir du champagne. Voilà. Donc nous, on veut défendre ça pour nos emplois, notre métier et notre région. José Blanco est né en Champagne et travaille dans le secteur depuis des décennies. D'ailleurs, son fils participe aux vendanges cette année. Pour José, c'est une raison suffisante de lutter contre l'exploitation, qui serait systématique depuis trop longtemps. Les hébergements en sont l'illustration parfaite. Donc voilà, là vous avez encore un camp, entre guillemets, qui n'est pas très légal. L'année dernière, on avait des poubelles avec les numéros. Et là, cette année, on met carrément, je trie mes déchets, vendange 2023. C'est-à-dire que ça, c'est des poubelles qui sont mises à disposition par la communauté de communes d'Épernay. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, que ce soit le maire, que ce soit la communauté de communes, et on tolère tout ça. En Champagne, les employeurs ont interdiction de loger les vendangeurs sous tente. Pourtant, ces campements illégaux poussent un peu partout au bord des routes. Un informateur a confié à José qu'il y en aurait un plus haut, dans la forêt. Les conditions de vie y seraient particulièrement dramatiques. Avec son collègue de la CGT, Noël Saint-Zel, José veut en avoir le cœur net. Là, on voit, il y a un banc avec une table, bien sûr, oui. Une petite échelle pour monter. Donc c'était un campement installé. C'était un campement installé. Je pense que celui-là, il n'est pas occupé. Je pense qu'il a dû être occupé l'année dernière. Le camp que les syndicalistes recherchent doit se trouver un peu plus au nord. Je pense qu'il faut arriver en haut des routes de vigne là. D'accord, ouais. Allez, go. Bon, allez, on y va. On y revoit. À la lisière de la forêt, ils font une découverte. Quelques tentes de fortune rafistolées, pas de toilettes, pas d'eau courante et des multiprises dans l'herbe mouillée. Pour José, c'est inacceptable. Après avoir passé une journée dans les vignes, sous l'eau, imaginez rentrer le soir et puis pouvoir se reposer dans des conditions pareilles. C'est ni plus ni moins que c'est catastrophique. Imaginez, dans nos forêts, il y a énormément de sangliers. Je pense que le soir, il y a des visites de sangliers dans le coin. Le campement semble aussi accueillir des enfants. Soudain, une femme et sa fille émergent du bois. Elles ne veulent pas être filmées. Ouais, on filme pas. Il s'appelle comment, le patron? Ça, je ne sais pas, parce qu'on a 3 jours ici. Mais ça va ou pas? Je n'ai pas ton travail, j'ai resté avec la petite, c'est tout. Ouais. Sinon, vous travaillez dans les vignes, vous? Oui. Alors que les hommes patientent à la lisière de la forêt, la journaliste est autorisée à pénétrer dans le campement. Elle découvre une histoire effroyable. La dame, elle est de Roumanie. Elle est arrivée ici, ils lui ont soi-disant promis à son mari et à elle. Ils sont encore avec le reste de la famille. Donc un accès en dur, avec des toilettes, et puis là, ils n'ont rien du tout. C'est la traite d'humains, ça, pour moi. C'est de la traite d'humains, ça. Ouais. Je vais contacter l'inspecteur du travail ce soir. C'est ça, la Champagne. C'est ça. Et c'est ce qu'on dénonce. Alors après, la CGT, ouais. Ben, arrive un moment, c'est de l'humain, c'est des êtres humains. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, c'est des êtres humains. Et quand on voit ça, faut arrêter, quoi. Faut stopper ça. Faut stopper. Après le tournage, le collectif a reçu des images d'un autre cas d'exploitation. Des personnes entassées, une nourriture impropre à la consommation, des conditions d'hébergement catastrophiques. Il est clair qu'il ne s'agit plus d'exemples isolés.
À la fin de la saison, on dénombre des centaines de nouvelles victimes de cet esclavage moderne. Plusieurs poursuites pour fraude sociale, dont le montant s'élève à plusieurs millions, ainsi que 2 nouvelles enquêtes pour traite d'êtres humains. Un constat effarant pour l'un des pays les plus riches du monde.